Alors bonjour à tous, rebonjour, bienvenue à nouveau sur dailyfx.fr. Pour ceux qui étaient présents au morning meeting de ce matin, les chiffres du PIB des États-Unis, c'est donc dans 12 minutes, 13 minutes. Je suis heureux de vous retrouver à nouveau, Vincent Gann. Laissez-moi simplement afficher l'avertissement légal, qu'on fasse les choses dans les règles. Et puis, eh bien, on va parler de ce chiffre qui tombe dans 10 minutes, rapidement. D'ici là, je vous invite déjà à poster vos graphiques, éventuellement idées de trading, sachant qu'on a déjà fait un balayage ce matin. Peut-être qu'on se concentrera davantage aussi sur d'autres devises comme l'euro AUD, l'euro CAD, qui restent, on le sait, en tendance négative. Alors c'est parti, laissez-moi juste le temps d'afficher cet avertissement. Je pense que là ça fonctionne normalement pour ce qui est du son et de l'image. Vous avez pour l'instant une vue sur... Alors c'est... Voilà, un instant j'arrive. Vous avez une vue sur un calendrier économique. Voilà où se trouve l'avertissement légal, donc présentation à titre purement indicatif. On va voir ce qui se passe. Le dollar américain il affaiblit un petit peu ce matin, c'est quelque chose qu'on a vu à travers les reprises techniques faibles pour l'instant d'euro-dollar, de GBP USD. Et puis finalement on tient déjà des supports, notamment l'USD CHF qui tient une petite oblique. Alors est-ce qu'on comprime pour revenir faire des pullbacks sur les doubles creux, double sommet, ou est-ce qu'on va aller plus haut? C'est un peu la question qu'on peut se poser. Présentation à titre purement indicatif, comme le précise l'avertissement qui est sous vos yeux. Alors c'est parti, 14h19, c'est indiqué ici. À 14h30 il y a beaucoup de chiffres, notamment l'évolution des prix mesurée par le taux d'inflation, alors celui proposé par le département du commerce, c'est l'indice PCE qui est assez suivi. C'est important parce qu'on sait que la Fed tend vers son objectif d'inflation annuelle de 2%, potentiellement susceptible de lui faire engager une hausse de ses taux d'intérêt. Mais nous aujourd'hui on va se concentrer sur les chiffres de la croissance économique. Ne vous y trompez pas, nous attendons aujourd'hui la seconde estimation des chiffres du premier trimestre. Ce que vous avez ici, les 2,6%, c'était le taux de croissance de l'économie américaine au quatrième trimestre 2013. Au premier trimestre 2014, en première estimation, rappelez-vous, nous avons eu plus 0,1. Le consensus anticipe finalement en deuxième estimation moins 0,5. Moins 0,5 pour le consensus du marché, mais rappelons tout de même que c'est un chiffre de croissance économique qui concerne le premier trimestre. Et finalement, on a déjà un gros focus sur le second trimestre, celui qui se déroule actuellement. Et les chiffres étaient plutôt là favorables. Donc, moins 0,5 pour le consensus du marché. Cette semaine, j'ai vu quelques questions passer dans le commentaire concernant le suivi de ces émissions sur tablettes et smartphones. Je vous ai donné ici à 14h17, regardez dans le chat, iPad, iPhone, etc. le lien pour nous suivre. Vous copiez-collez cette URL dans le navigateur de votre téléphone portable ou votre tablette, et puis vous aurez la possibilité donc de suivre en direct cette émission. Alors, on me dit qu'il y a des coupures de son de temps en temps, mais je vois qu'un seul message, donc a priori ça a l'air plutôt pas mal. N'hésitez pas à faire F5 ou à relancer la plateforme. Visiteur me dit que le son a des coupures sans arrêt, alors peut-être relancer la plateforme. Voilà, on précise que tout est ok, donc ça doit venir de chez vous. iPad, iPhone, Flash pas supporté. Alors normalement en utilisant l'URL du lien, en utilisant le lien que je vous ai fourni, ça doit fonctionner normalement. Vraiment ce lien là, Livestream, la chaîne Livestream, ça doit pouvoir fonctionner. Sinon de toute façon on est toujours en train de développer une application qui finira par sortir. Ok, donc je vois pas pour l'instant d'idée de trading que vous proposez, donc moi je vais vous en reparler de ces marchés. Si vous étiez présent au morning meeting ce matin, j'ai envie de dire il n'y a rien de nouveau sous le soleil, si ce n'est que essayons de cadrer davantage euro-dollar et USD CHF. Alors, je ne vais pas revenir sur tous les éléments de moyen terme qu'on a pu voir ce matin. Je pense que vous les avez assez largement en tête. Mais je vais plutôt me concentrer sur le cadre intraday de la paire euro-dollar. Je vous rappelle que, malgré tout, je vise toujours un repli de cette paire à 1,3480 $ à moyen terme. Mais nous, on se pose la question du rythme de marché. En clair, est-ce que la paire euro-dollar va glisser, continuer de glisser depuis le niveau actuel des cours, comme elle le fait finalement depuis la cassure des 1,3730, qui je vous rappelle, les 1,3730 sont la ligne de coup du double sommet sous les 1,40. On a cassé la ligne de coup et depuis on glisse. Alors qu'est-ce qu'on est en train de construire? Une espèce de biseau descendant pour aller rechercher 37,30, qui c'est un point de vente optimal, ou est-ce qu'on va rester dans ce canal baissier ici, et dans ces cas-là nous aurions un bon point de vente en cas de retour à 36,85.
Donc moi je pense que si l'euro-dollar, s'il a de la volée créée, retourne chercher cette zone-là, on pourrait essayer de vendre. Mais pour l'instant, ce n'est pas très dynamique, on reste enfermé dans cette structure. L'USD-CHF, la paire inversement corrélée, on a exactement la même chose, mais en sens inverse. Nous avons le double creux, la ligne de coup à 0,89, l'envers du canal baissier de l'eurodoll, c'est ce canal haussier de l'USD-CHF, et puis potentiellement donc une structure de compression en biseau ascendant cette fois sur l'USD-CHF. En données 4 heures, et là pour l'instant eh bien on voit qu'on en tient la partie basse. Alors voilà où nous en sommes, et en fait il y a deux scénarios possibles ici sur l'USD CHF. Alors que se passe-t-il? Je vois que ça mouline un petit peu, mais voilà, il y a deux scénarios possibles. En gros, soit il s'agit vraiment d'une compression, on en sort par le bas et on retourne chercher le bas du canal. Et je pense que là, dans cette zone-là, en fait, dans le bas du canal et les 0,89, 89,20, on peut avoir un point d'entrée. Soit au contraire, cette oblique relance, et puis ce marché tend vers les objectifs de cours du double creux, notamment donc les 0,9040 et les 0,9080, l'équivalent des 1,3480 $ sur l'euro dollar. Voilà pour ma part le topo à faire en préparation sur ce marché. Les cours du pétrole par rapport à la vente initiée il y a maintenant 2 jours, rien de nouveau depuis ce matin, à savoir que ce marché travaille donc ce support des 102,64. J'ai ajusté le stop de protection en gain à 103,90 depuis la vente initiée donc sur les 104,25, et pour l'instant bien je surveille la tenue de ce support pour accompagner le mouvement. Les indices boursiers, j'ai actuellement 2 ventes en place, une sur le dos au niveau actuel des cours, ce sont des marchés plats, une sur le CAC 40. Alors tant qu'on tient 4513, ça tient pour l'instant. Qu'est-ce qu'on est en train de construire? On sait qu'il y a des cassures de momentum, mais le marché se contente de les épurer à plat. C'est des contradictions, prix momentum. Et on tient toujours un support ici à 4513 points. Est-ce qu'on est en train de faire un mini rounding en H4 et tout? J'en sais absolument rien. C'est un flat. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que l'on voit aussi sur l'indice Eurostoxx 50. L'indice Eurostoxx 50 qui lui, eh bien, après cette phase de hausse, nous fait donc clairement une phase ici rectangulaire. Et d'une certaine façon, il représente bien la tendance des actions européennes. Donc voilà, nous sommes actuellement dans un rectangle compris entre 3230 et 3250, 20 points de range sur l'indice Eurostoxx 50, et donc pour l'instant la tendance des actions européennes elle est parfaitement plate. Mais voilà, l'idée c'est quoi? On sait que les sommets annuels sont ici, alors qu'est-ce qu'on fait? On fait une phase d'orange de sommet, ou est-ce qu'on fait une pause avant de relancer à la hausse? C'est la question qu'on peut se poser, et donc on peut avoir acheté et mis le stop sous les 3230, ou on peut avoir vendu l'euro et mis le stop au-dessus des 3260. Il y a donc ces deux scénarios possibles. Le pétrole, voilà où est-ce qu'il en est. Alors maintenant, les métaux précieux. Écoutez, que vous dire des métaux précieux par rapport, moi, à ma stratégie sur l'argent, stratégie sur laquelle je suis assez revenu ce matin. J'en profite pour vous rappeler que la paire AUD-NZD est en train donc, et on l'a vu lors du morning meeting, de confirmer notre stratégie de long terme. Quant à ma stratégie sur l'argent, eh bien comme expliqué, j'irai jusqu'au bout, c'est-à-dire que j'annonce des niveaux, et puis il y a une invalidation, à savoir, eh bien j'aimerais pour ma part tenter un achat, c'est un point, c'est agressif. Mais et c'est complètement à contre-tendance, et honnêtement lorsqu'on regarde l'or c'est vraiment compliqué, mais voilà, je pense que 18,50, ce sont ces deux mèches basses. Tenter 18,50 avec un stop sous 18. Après, j'admets, c'est compliqué. On casse plutôt des niveaux. Mais, surtout en cours de clôture, hein, finalement, on a cassé ici ce niveau des 19 qu'on emporte. Mais on a toujours ces points bas ici, ces points bas de juin 2013. Points bas de juin 2013, qui se trouvent ici. Donc sur ces 18,50, et c'est ce que j'appelle un point, et donc j'ai bien envie d'initier une stratégie sur ce point, sachant qu'en s'exposant avec un seul contrat, avec un stop sous les 18 $, le risque est parfaitement maîtrisé, mais pour l'instant c'est vrai que ça donne davantage l'impression d'un couteau qui tombe, tout simplement parce que le dollar américain, eh bien, lui reste quand même parfaitement soutenu, et vous le savez, c'est notre trame de fond du Forex, comme expliqué ce matin, dollar américain qui rebondit depuis 3 semaines, après avoir créé une divergence haussière standard au-dessus d'une oblique de tendance en place depuis juillet 2011, et qui pour l'instant relance, notamment face aux devises européennes, le GBP, dans une moindre mesure bien sûr, et surtout l'euro et le franc de la Suisse, naturellement. Donc voilà pour le topo, il est 14h27, on va mettre le triptyque, hein, on va mettre l'indice CAC 40, on va mettre ici les cours du
pétrole, et puis nous allons mettre ici l'USD CHF. L'USD CHF, c'est bien sûr comportement opposé à l'euro-dollar, mais ça permettra d'avoir surtout un positionnement global sur le dollar américain. Donc je regarde déjà les commentaires, voir si quelqu'un a pu donner une idée de trade, partager quelque chose, l'histoire de nous. Alors, donc là, Fred nous précise, donc charger l'application Livestream sur l'Apple Store et ensuite rechercher la chaîne DailyFX France. On arrive directement sur les lives et ça fonctionne tout le temps en 3G. J'écoute les lives en voiture, donc merci Fred. Donc voilà comment faire, vous chargez l'application Livestream donc vous la téléchargez depuis l'Apple Store et ensuite c'est donc la chaîne DailyFX France. C'est encore une des façons de nous suivre. Alors, Cédric Baignon nous confirme être aussi intéressé par cette stratégie sur 18,50. Donc voilà, je vise également ce point, 18,50 avec un stop sous 18. C'est complètement un contre-tendance, mais voilà, c'est un support, c'est un point. On sait au moins où positionner le stop. Donc on retient cette stratégie que Cédric la met en avant, de l'argent 18,50 avec ce stop sous 18. Très agressif comme stratégie, donc il faut limiter l'exposition. Je suis également sur le 4 CHF à l'achat. Alors en effet, le dollar canadien se reprend, notamment face à l'euro, face au GBP, face donc aux devises européennes, notamment le CHF. L'euro CAD baisse et je pense que l'euro CAD et l'euro AUD, et on va reparler tout à l'heure de ces monnaies en données hebdomadaires, peuvent bien baisser davantage. Mais le dollar canadien se reprend et demain nous avons d'ailleurs les chiffres du PIB au Canada. La UDNZD, divergence baissière en 4 heures, donc c'est possible que ça corrige un petit peu. Sur la UDNZD, c'est la clôture hebdomadaire qui sera majeure, il faut s'affranchir des 1,09 $ néo-zélandais pour aller plus haut. C'est possible qu'on ait quelque chose comme ça en 4 heures, nous irons le voir. Allez, c'est parti. On va aller prendre connaissance des chiffres, on va actualiser tout ça, tout simplement pour voir quel type de chiffres nous allons avoir. Donc en première estimation, je vous rappelle, plus 0,1. Plus 0,1 en première estimation. Dès que quelqu'un les a, n'hésitez pas à les poster. Les 14h29. Quelle est donc, et c'est généralement la plus importante, parce qu'il y a suffisamment de données qui sont remontées, quel est donc le taux de variation du PIB des États-Unis au premier trimestre en deuxième estimation, consensus moins 0,5. Consensus moins 0,5. Donc c'est parti, on va voir ça. PIB US moins 1 nous poste visiteur, voilà c'est parti, nous l'avons moins 1, donc c'est extrêmement négatif, voilà Thierry nous l'a tous posté, merci à tous. Et donc moins 1, c'est clairement négatif, donc je ne sais pas ce que fait le dollar américain, mais il est plutôt sous pression, quoi qu'il tient quand même, mais attention, l'USD CHF sous pression, alors finalement je vais quand même mettre l'euro-dollar, mais hop, alors c'est parti, attendez, je vais juste retirer ça, qu'on puisse le soulever et l'avoir en plein écran. Dans ces cas-là, voilà, vous avez donc cette compression descendante ici sur l'euro-dollar. Vous la voyez, compression descendante sur l'euro-dollar, compression ascendante sur l'USD CHF. Les deux miroirs, l'euro-dollar se regarde ici dans la glace, l'USD CHF se regarde ici dans la glace, et on laisse le CAC 40. Donc ça ne bouge pas beaucoup, Sylvie et tous, et idem en effet. Nous avons ici les créations. Alors c'est parti, je vais quand même aller vérifier ce chiffre. Voilà, donc moins 1%. Alors en effet, c'est sacrément négatif quand même. Mais bon, encore une fois, il s'agit des chiffres du premier trimestre. Les chiffres du premier trimestre, et donc le premier trimestre est derrière nous. Donc quand même un sacré repli, sacrée contraction. On peut parler vraiment de contraction du PIB des États-Unis au premier trimestre. Bon, j'ai quand même l'impression que l'USD CHF pourrait sortir par le bas de cette compression et que l'euro-dollar pourrait donc sortir par le haut de cette compression et derrière donc finalement aller probablement réaliser les pullbacks sur les lignes de coût et probablement un euro-dollar est bien capable d'aller chercher d'une part ici les 36,67 mais pourquoi pas les 36,85 voire les 37,30. Les indices boursiers sont sous, alors l'USD Yen toujours sous pression depuis les 102, ça c'est pas nouveau. Les indices boursiers, il n'y a pas non plus une réaction excessive, parce que ces chiffres sont passés de toute façon, puisqu'entre temps on a eu des indicateurs économiques US au mois d'avril, au mois de mai qui étaient plutôt favorables. Bon, les indices boursiers, on voit toujours, on sait que le momentum, je suis revenu ce matin sur ces cassures intraday, d'un marché qui a besoin de respirer, et pour l'instant ça tient globalement. Le
L'Eurostoxx 50, toujours dans son range 3230-3250. Nous n'avons pas, admettons-le, pour l'instant, de signaux de trading sur, sur les indices. L'argent. Alors l'argent, que se passe-t-il? Là non plus, on n'a pas une réaction excessive, si ce n'est qu'on voit tout de suite immédiatement l'impact de la légère baisse du dollar américain. Pour ma part, j'attends les 18,50 pour tenter un achat. On est à 18,85. On a fait 18,77 au plus bas. Donc voilà, il n'y a pas une volatilité excessive sur le marché. Et j'ai l'impression que finalement, aucune de ces paires, ni l'USD-CHF, ni l'Eurodoll, pour l'instant ne donne des signaux. Mais attention, l'USD-CHF, je le vois quand même sortir par le bas ici de son biseau. Petite figure 4 heures pour revenir chercher les lignes de coup du double creux et du pullback. L'or, il ne se passe pas grand chose. On a par contre, c'est en effet cette mèche, petite mèche intraday ici, mais vraiment somme toute résiduelle ici sur l'argent métal, mais c'est pas non plus excessif. Alors en effet, c'est plutôt triste comme session, il n'y a pas beaucoup de chiffres, mais c'est quoi, sérieusement, les chiffres sont mauvais? Pas grave. Non, alors en fait, visiteur, c'est pas ça que je dis. C'est-à-dire qu'en effet, on peut avoir une mauvaise surprise sur le second trimestre. En fait, ce que je veux juste dire par là, visiteur, c'est que le premier trimestre, déjà en effet, c'est une très mauvaise surprise. Ce qui serait vraiment compliqué, voilà. Ce qui serait vraiment compliqué, c'est bien un petit souci, je vois avec ma carte graphique. Ce qui serait vraiment compliqué, ce sont des chiffres du second trimestre, bien mauvais pour l'économie américaine. Mais en tout cas, on voit pression donc sur l'USD-CHF. Je pense qu'on va en sortir par le bas, et l'Eurodoll probablement capable d'aller faire un rebond technique. Le GBP-USD, alors le GBP-USD, lui, il profite pas vraiment de ce qu'on observe là sur le dollar américain. Lui, de toute façon, si jamais il emportait en clôture hebdomadaire les 62,50, ce serait assez compliqué pour lui. Il a tenté ce matin une petite reprise technique, mais c'est pas non plus transcendantal ce qu'il a tenté de faire, le GBP-USD. Donc voilà, il n'y a pas non plus de mouvement significatif. Voilà une trendline en fait que le GBP-USD est en train d'emporter. Est-ce qu'on a un canal de baisse qui permet un peu de guider ce mouvement de repli? Là aussi, c'est pas très net. Je vais essayer d'aller attraper comme ça la parallèle, mais non, même pas en fait. Hein. On n'a pas. Non, on n'a pas. Alors, c'est vrai, c'est comme l'Eurodoll, c'est-à-dire qu'on pouvait envisager ce matin une reprise, mais il n'y a pas non plus de mouvement significatif sur ces paires-là. Écoutez, les marchés sont globalement anémiques. Quant au pétrole, par contre, en effet, il tient toujours son support des 102,64. Bon, il n'y a pas de mouvement là qui soit très. On reste finalement dans les figures. C'est-à-dire que l'Eurodoll et l'USD-CHF restent dans leur figure de compression, mais dans la tendance de fond. Les indices ne bronchent pas d'un point, restent parfaitement encadrés dans leur range. Le baril tient donc ses 102,64. L'argent et l'or, cette publication ne modifie pas leur tendance. Écoutez, il n'y a pas non plus des mouvements ici qui soient transcendantaux. Donc je vais pouvoir aller sur les actifs sur lesquels vous souhaitez revenir. Donc c'est le moment de donner des noms d'actifs, ou si vous souhaitez qu'on vienne sur certains marchés, ou si vous avez des stratégies, allez-y. Mais bon, pour l'instant on voit que l'Eurodoll, l'USD-CHF tient, l'Eurodoll reste dans sa figure, mais il n'y a rien, il n'y a pas de mouvement de malade. Alors, Pitou nous dit c'est quand même bizarre que rien ne se passe sur les indices avec un PIB américain de moins 1%. Tout simplement, le consensus de toute façon savait que le PIB des États-Unis s'était contracté au premier trimestre, mais pas dans cette ampleur, c'est certain. Est-ce qu'on considère qu'il est déjà derrière nous? C'est de toute façon compliqué. Hein. Déjà, c'était une mauvaise surprise, mais le marché semble ignorer complètement. De toute façon, le marché se focalise que sur les banques centrales. Donc on peut avoir les taux de croissance économique plus négatifs possibles. Je vous rappelle que les Pays-Bas ont fait moins 1,4 au premier trimestre, la France 0, l'Italie moins je ne sais pas combien. Peu importe, le marché action avance. Ça paye parce qu'il y a du cash. Cash
créés par ce phénomène de création monétaire des banques centrales. Je ne dis pas qu'on est en train d'ignorer l'économie réelle, mais voilà. Puis il y a eu des chiffres là sur le mois d'avril, le mois de mai qui n'étaient pas détestables. Après, vous allez me dire, ce sont les indicateurs avancés basés sur des sondages d'opinion. Il y a quand même plus fort. Ce qui est certain, c'est que lorsqu'on aura les premières estimations de la croissance économique US au second trimestre, si vraiment c'est mauvais, là, ce sera franchement compliqué pour l'environnement des indices. Benoît du 92 nous rappelle que les marchés sont anémiques et sous contrôle. Ça, nous le savons, en effet. Est-ce qu'on peut viser un 36-38 sur l'eurodoll tout de suite et l'USD CAD? Alors c'est parti, nous allons les regarder. Alors l'eurodoll, est-ce qu'on peut viser un 36-38? Écoutez, là je l'ai en données 4 heures, l'eurodoll. Vous avez probablement tous comme moi cette compression ici. Un 36-38, c'est donc revenir chercher peut-être ce niveau-là. Ça correspond à la hauteur, à la partie haute de cette, en tout cas de cette trendline qui colle ici le plus au cours. C'est possible. Ça reste dans l'ordre du possible, mais quand même, là, on a une volatilité de 5 pips, malgré la publication de ce chiffre économique. Ce qui montre au fond que le marché n'attend qu'un seul rendez-vous, c'est le jeudi 5 juin, la prochaine décision de la Banque Centrale Européenne. Et en gros, j'ai l'impression que l'économie réelle et sa batterie d'indicateurs ne semblent guère intéresser les marchés, qui se focalisent finalement que sur le cycle des taux d'intérêt. C'est une approche financière en fait des marchés financiers. On le sait, le marché financier ne colle pas à l'économie réelle, éventuellement aux perspectives de profit des entreprises, et encore, je pense qu'on est avant tout dans des marchés de flux, des marchés de cash, qui sont davantage impactés par le flux d'injection de liquidités dans le système, l'amplitude à venir, plus que des agrégats économiques qu'un gérant de fonds, de toute façon, va complètement ignorer. Il reçoit du cash chaque semaine, il faut le placer sur des actifs financiers, quel que soit le taux de chômage en question, quel que soit le pays concerné, il s'en fiche complètement. Donc, il faut avoir quand même conscience de ça, de ce qui influence les marchés. Bon, l'USD-CHF tient quand même cette ligne de tendance, l'eurodoll reste en position sous cette même ligne de tendance, donc pour l'instant, c'est la tendance de fond qui prend le dessus, à savoir, vous le savez, celle du double creux sur l'USD-CHF, double creux sur l'USD-CHF sur 0,87 avec bien des objectifs qui se trouvent au-dessus du niveau actuel des cours. Donc pour l'instant ça relance. Et puis l'eurodoll, lui, toujours sous l'influence du double sommet sous les 1,40 dont l'objectif théorique principal se situe à 1,3480 $. Et l'argent métal, moi j'attends ici les 18,50 pour tenter un achat. Et pour l'instant nous n'y sommes pas et je vais d'ailleurs probablement laisser traîner un ordre sur la plateforme. 18,50 en cours d'entrée avec un stop sous les 18 pour voir pour jouer finalement cette stratégie jusqu'au bout de toute façon, puisque étant donné qu'il n'y a pas de vol là, alors on va vraiment s'exposer très légèrement, petit contrat, un petit contrat, juste jouer les 18,50 avec le stop de protection. Là c'est obligatoire, positionner juste sous les 18 à 17,90, de toute façon si ça casse c'est terminé. Et puis voilà, c'est tout ce que moi pour l'instant, étant donné qu'il n'y a pas une vol d'otaré, si vous me permettez l'expression, je vais donc être en position d'attente, voilà, sur ces 18, 51, 52 ici de l'argent métal. Et voilà. Alors l'USD CAD, je vois qu'on parle de l'USD CAD, c'est vrai qu'on a pas mal parlé ce matin. Alors l'USD CAD, moi je vais revenir sur un graphique en données journalières sur l'USD CAD pour essayer de bien comprendre ce qui se passe. Je vous rappelle qu'en termes de position de trading, j'ai toujours ma vente CAC 40 4521 points, stop 4550, c'est 1. Donc j'ai la vente CAC 40, j'ai la vente pétrole à 104,25 ainsi qu'une vente Dow Jones réalisée à 16 668. Ce sont donc des positions sur les indices, je suis au cours d'entrée, avec un stop au-dessus des 16 750. Ces positions sont résumées dans la rubrique avis d'analyste sur le site. Et puis donc, et toujours une vente Eurostoxx 50 au niveau actuel des cours. Bon, quant à l'argent, j'espère l'attraper à cours limité sur les 18,51 avec un stop sous les 18 $. Donc on va parler de l'USD CAD. Je vais revenir par contre sur un graphique en données journalières pour évoquer ce marché. Je suis quand même surpris, on sait que la volatilité s'écrase. Je vous ai montré hier des graphiques de la volatilité implicite des marchés actions. Celle du S&P 500 est clairement représentative de l'ensemble des marchés actions américains et européens. Vous avez constaté qu'elle s'écrase complètement. Nous sommes en train d'enfoncer le plancher de 2013 et nous tendons vers les planchers des années 1993 et 1900.
et 2007. Donc une volatilité implicite si basse, il ne faut pas être étonné finalement que, quels que soient les chiffres économiques, le marché ne veut pas réagir. L'USD CAD. L'USD CAD, vous le savez, est à la croisée des chemins. Il est en train de tester une oblique de tendance journalière ici. Mais ça ne cède pas franchement. Il est en train de la tester et il est complètement comprimé, l'USD CAD. Entre ces deux lectures que j'évoquais ce matin, au moins d'une certaine façon, elles permettent aussi de déclencher des stratégies. Donc je vais les mettre ici. Il y a deux possibilités pour l'USD CAD. Et là, vous avez un choix à faire, sachant que demain, il y a le PIB du Canada. Soit vous considérez qu'on est soutenu par cette ligne de tendance haussière en données journalières en place donc depuis le début de l'année. Le marché l'a déjà testé une fois ici sur les 1,0820, relancé. Et finalement, il la travaille à nouveau. Soit nous avons construit ici une structure en épaule, tête-épaule, avec une ligne de coup qui est surtout très visible en données hebdomadaires, qui se trouve à 1,0970. Donc je vais mettre ici ce niveau des 1,0970 car c'est la grosse résistance hebdomadaire. Donc en gros, voilà où nous sommes. Sous 1,0970, on a potentiellement ce retournement de tendance avec un retour à 1,07. Et ça irait un peu dans le sens des tendances des paires AUDK, de GBPK, de EuroCAD, qui sont toujours sous pression et pour lesquelles j'anticipe davantage de baisse. Parce que le dollar canadien, pour ma part, est dans une phase de rebond technique qui n'est pas terminée. Le momentum, lui, est toujours comprimé. Et malheureusement, pour le scénario haussier qui serait celui d'un biseau descendant, il n'y a pas de pré-signal sur le momentum. Donc voilà concrètement où nous en sommes. Et honnêtement, qu'est-ce que vous voulez faire ici? On va essayer de départager. Alors, il y a deux possibilités. Soit vous avez une conviction, qui est celle par exemple du biseau descendant et de la ligne de tendance haussière. Vous payez cash avec un stop sous les 1,08. Soit au contraire, vous avez l'impression que cette paire de devises, l'USD CAD, est sur le fil du rasoir et que cette oblique de tendance va céder et que le marché va se repayer à 1,07, vous pouvez mettre une vente stop sous les 1,08. Au final, le choix du marché entre soit la configuration en épaule-tête-épaule avec une ligne de coup à 1,0970 que vous voyez bien en données hebdomadaires est dominante, et dans ces cas-là, la cassure des 1,0815 renverra ce marché à 1,07, soit il n'y a pas de structure d'inversion de tendance, toujours soutenu par l'oblique, dans une phase de compression en biseau descendant, et vous pouvez acheter avec un stop sous les 1,08 et renforcer en cas de cassure haussière d'un 1,0970. Mais là, honnêtement, dans cet étau, qu'est-ce que vous voulez faire? J'ai des difficultés là, moi, à choisir. Alors, l'euro GBP, je l'ai révoqué ce matin avec le momentum qui s'est extrait par le haut de cette compression. L'euro GBP qui rebondit et qui est bien parti, je pense, pour aller chercher ici les 81,80. C'était juste pour illustrer en fait l'impact que pouvait avoir le momentum. Donc voilà pour l'USD CAD en données journalières. Maintenant, puisqu'on parle du dollar canadien, laissez-moi revenir sur l'euro CAD. Alors lui, vous le savez, lui au moins c'est une belle tendance baissière. Il y avait une structure ici en épaule, tête-épaule. C'est un peu d'ailleurs comme l'euro AUD. Et si d'ailleurs je vais en chercher ici l'objectif théorique, donc je vais aller reporter ça au point de cassure. Vous voyez que les objectifs théoriques ne sont pas faits. Donc l'EuroCAD, c'est comme l'eurodoll, c'est une paire de devises qui glisse, qui glisse, qui glisse. Et je trouve ça compliqué de tenter des achats de l'EuroCAD. C'est-à-dire que même si on peut refaire des rebonds techniques vers 1,4860, je pense qu'il faut mieux tenter de vendre les résistances sur ce marché. Et bon, pour l'instant, voilà, on est toujours là-dessous. On est toujours couvert par une trendline depuis l'activation de la pattern d'inversion de tendance. Donc il n'y a pas vraiment de raison pour l'instant, je pense, de tenter des achats. On peut au moins aller chercher ici les 1,4715. Donc ça reste baissier. Alors, mais on voit que l'USD-CAD a quand même tenu. Si je regarde ensuite l'euro AUD sur ce même horizon de temps, et c'est ce qui m'amenait à écrire que il y a vraiment un mouvement vendeur sur l'euro, c'est devenu une monnaie faible. Je vous ai montré ce matin configuration de hausse sur la volatilité implicite de l'euro, mesurée par l'indice Eurovix. Là aussi, vous avez sur l'euro AUD, comme l'euro CAD, une structure en épaule-tête-épaule, et les objectifs théoriques ne sont pas faits. Après, c'est certain que là, on se stabilise, mais j'aurais toujours tendance à vouloir vendre sous résistance, plutôt qu'acheter sur support ces paires de devises. Je vais repasser en données 4 heures, et puis prendre connaissance de vos graphiques.
Alors, l'USD Yen, on me demande l'USD Yen. Donc l'USD Yen, je vous rappelle bien sûr notre trame de fond, qui est celle que ce marché est toujours sous pression, que le Yen est bien soutenu. Pour l'USD Yen, on vous a proposé donc mardi cette stratégie de vente lorsque l'USD Yen a tenté de casser à la hausse une oblique baissière ici en place depuis le 4 avril. Et on a joué la vente des 102 avec un stop au-dessus des 102,30. Il y a eu donc un rejet, mais on voit finalement que le marché tient ici un niveau important, en fait, qui se trouve sur les 101,50. Les 101,50 tiennent. Si vous avez pu vendre, eh bien, lorsqu'on vous a proposé la stratégie, je pense que maintenant le stop, il faut le mettre soit juste au-dessus des 102, soit même au-dessus des 101,90, parce que voilà, il faut vraiment que ce marché continue de se replier pour envisager derrière davantage de baisse. Sinon, si on reste en position ici collé à cette oblique, c'est possible qu'on rentre dans une phase de rebond technique un peu plus appuyée. Mais pour l'instant, on est au milieu de nulle part, toujours couvert par cette oblique. Donc moi, je recommande des ventes là, tant qu'on est couvert par cette oblique. Donc le CAC 40, écoutez, je vais le mettre en plein écran. J'ai tenté une vente, vous le savez, donc sur ce marché. Je sais que d'autres l'ont fait. Pour l'instant, une vente qui est perdante d'1 point, à 4521 points. L'idée, c'était quoi? C'était de constater que j'avais un marché qui plafonnait. Dans la partie haute d'une structure daily que je vous ai proposé, un vaste biseau ascendant, qui passe aux alentours des 4530-4540. Puis j'avais donc une phase de transition latérale avec des cassures sur le momentum, mais l'indicateur se dégonfle et nous sommes dans un marché plat. Cette stratégie sera couronnée de succès uniquement si le support à 4513 points est cassé. Et donc pour l'instant je ne touche à rien, avec un stop toujours bien positionné au-dessus des 4550. Donc pour le CAC 40, voilà où nous en sommes. J'ai l'impression que nous avons une petite réaction sympathique là sur l'argent métal. Il a fait 18,67, dis donc, il a fait 18,67. Mais il tient, bon, enfin, façon de parler, il tient. On sait que les 18,50 sont une zone importante. Pour l'instant, ça semble tenir légèrement. Alors, on a une légère reprise. L'USD CHF, lui, tient bien, hein, toujours cette ligne de tendance. Alors, j'imagine que l'eurodoll repart déjà à la baisse. Et oui, c'est déjà le cas. Donc voilà, vous avez encore une fois ici l'USD CHF qui se regarde dans un miroir, c'est l'euro-dollar. Et là, l'euro-dollar qui se regarde dans un miroir. Et ça donne l'USD CHF. Donc pour l'instant, l'euro-dollar toujours sous pression, sous l'influence de son double sommet 1,40 avec en target 1,3480 $. Et l'USD CHF toujours sous l'influence de son double creux avec la ligne de coup donc à 0,8910, 0,8920. Mais ce DAX, il attend quoi? Eh bien écoutez, le DAX, qu'attend-il? Le DAX, il est bullish, le DAX, il monte. Et le DAX, il attend 10 000 points, j'imagine. Il y a un ratio d'extension de toute la hausse depuis 2009 qui se trouve à 10 060 points. Le DAX est un indice sur lequel je ne propose plus de stratégie de vente puisque la dernière proposée à 9 800 points est invalidée. Adrian, lui, vous a proposé à la cassure des 9 600 points une stratégie d'achat. Ce marché est bullish. Ce marché a fait un mât haussier. Et dans une phase de transition latérale entre 9900 et les 9967, il attend peut-être d'en sortir par le haut pour rejoindre cette fameuse résistance des 10 000 points. Il reviendrait chercher les 9800 points si le support ici à 9900 était cassé. Mais voilà, c'est bullish. Donc là, forcément, il faut vraiment être dans le sens de cette tendance. Il n'y a pas grand-chose à dire là pour l'instant sur ces marchés, mais j'ai quand même le sentiment là que les indices actions tiennent extrêmement bien. Tout comme d'ailleurs le pétrole qui pour l'instant tient son support à 102,64. Pour ma part, le pétrole, je n'encaisse pas malgré la présence de support, tout simplement parce que voilà, j'ai un stop qui est à 103,90 et j'ai envie de laisser la stratégie s'exprimer jusqu'au bout, si elle doit bien sûr s'exprimer jusqu'au bout. Pour l'instant, on peut peut-être en effet revenir tester cette résistance formée ici à 103,50. Alors on a quand même après coup une belle réaction haussière ici sur l'USD CHF, belle réaction baissière sur l'euro-dollar, et donc j'imagine que le GBP USD lui aussi est sous pression. L'USD Yen lui remonte aussi légèrement, mais toujours couvert par cette oblique ici
de résistance. Et quant à l'AUD USD, eh bien, il est revenu donc chercher la résistance ici des 0,9315. Et bon, on a peut-être, oui, alors peut-être que se met en place un range 0,92, 0,9315. De toute façon, comme vous venez d'observer, la plupart de ces marchés, hormis l'euro-dollar, l'USD-CHF, qui sont quand même dans des phases directionnelles, sommes un peu partout dans des marchés de trading range. C'est typique d'ailleurs des phases d'écrasement de la volatilité. Donc on ne peut intervenir qu'au contact des seuils extrêmes, parce qu'on sait où positionner ses stops. Donc voilà, écoutez, n'hésitez pas à proposer des stratégies, puisque là c'est assez pas très dynamique. La UDNZD tient quand même sacrément bien. Honnêtement, je pense que la UDNZD, il a, et c'est ce que peuvent vous montrer des graphiques en données journalières ou des graphiques en données hebdomadaires, s'apprête à enregistrer une belle clôture hebdomadaire, engageant la cible des 1,12 $ néo-zélandais. Donc ça c'est toujours très bien orienté, c'est une de nos stratégies de moyen terme. Bon, les indices, écoutez, rien, on est dans des phases latérales, donc voilà. Alors il ne reste plus qu'à attendre les statistiques chinoises et éventuellement australiennes. Alors en effet, c'est probable que nous ayons ce type de statistiques. Bon, toutes les statistiques américaines sont tombées. Je vais aller voir ces fameuses statistiques chinoises. Je ne sais pas si elles sont la nuit prochaine ou si elles sont lors. Donc nous avons en effet le PMI. Donc c'est samedi prochain. Voilà, le PMI manufacturier des États-Unis. Il sera publié samedi, donc dans la nuit de vendredi à samedi à 3 h du matin. Ce sont les chiffres officiels. Vous savez, ce fameux PMI de la Chine selon le gouvernement chinois qui ne passe jamais sous le niveau des 50. Soit 50,4, 50,3. C'est la frontière entre anticipation de contraction et anticipation d'extension. Donc voilà. Ça, ce sont des chiffres, mais qui vont tomber la nuit de vendredi à samedi. Donc de toute façon, tout le monde attend la Banque Centrale Européenne. Alors, plus de vol. Donc en effet, alors Fafan nous poste un graphique sur le dollar américain avec les fourchettes d'Andrews. En effet, ça tient. Vous avez d'ailleurs Fafa acheté le FXM Dow Jones Dollar Index, qui est en effet un indice en données sur tous les horizons de temps qui est bullish. Le dollar américain, en fait, on reste vraiment. Si vous avez assisté hier à la présentation, ou si vous étiez présent à la conférence au Palais Brognard, je vous rappelle que la trame de fond Forex de DailyFX, c'est le creux majeur du dollar américain. Et donc, forcément, le point haut majeur des paires euro-dollar et GBP-USD, respectivement sous 1,40 $ et 1,70 $. Et en effet, pour l'instant, vous voyez, c'est au-delà de la trendline, on avait ce point-là, ce gros support horizontal qui avait tenu sur le dollar américain. Donc, il y avait une oblique de tendance en place depuis 2011, un beau support horizontal ici à 10 373 en cours de clôture, plus une divergence haussière standard, et en plus on est sorti par le haut de ce canal. Donc on a un dollar US qui continue d'avancer et qui met toujours donc sous pression l'euro-dollar et qui entretient la hausse de l'USD CHF. Contrôle le marché des métaux. Alors il y a un impact du dollar américain sur le marché des matières premières de manière générale. La divergence sur le Bund commence à prendre forme. Alors en effet, le Bund a atteint un objectif, tout simplement, l'objectif annoncé, le retour sur les sommets de l'année 2013, il a été atteint. Et en effet, une dive se met en place, probablement, sur ce marché, qui a peut-être besoin de respirer. Mais après, je trouve quand même que ça tient encore bien. Mais clairement, le Bund, si vous avez été long jusque-là, il faut maintenant prendre ses bénéfices. On est sous les sommets de l'année 2013, on est sous résistance. Donc, eh bien, on prend ses bénéfices. Et éventuellement, on y reviendra sur support et on vous avertira si les conditions sont réunies. Alors Philippe, les indices, oui, on a déjà évoqué les indices. Et
Pour l'instant, parler de baisse des indices, c'est compliqué, sachant que nous sommes sur tous ces marchés dans des phases latérales de 20 à 30 points, comme on l'a sur le DAX, mais finalement la plus belle des synthèses, c'est celle de l'Eurostoxx 50, qui intègre des actions italiennes, espagnoles. Regardez, on a eu une cassure sur l'indicateur. La dernière cassure qu'on avait sur l'indicateur, on avait une vraie correction. Là, on avait une div et on l'épure complètement à plat. Donc, c'est vrai que du point de vue de la tendance, lorsqu'on a un mât à une phase latérale, on peut anticiper une sortie par le haut. Tant que ce support des 3230 tient. Mais, pour ma part, je vois surtout que, eh bien, l'indicateur a besoin de se dégonfler. Et en fait, on est ici sous les sommets annuels sur l'Eurostoxx 50 et on ne parvient pas à s'en extraire. Alors, est-ce qu'on fait une phase latérale de distribution? En tout cas, moi, c'est le scénario que j'ai voulu jouer, vous le savez, à travers, eh bien, notamment la vente CAC ou la vente agressive, je l'accorde, du Dow Jones. Alors Philippe, le CAC 40, si jamais il venait à emporter les 4515 points, où peut-il aller? Tout dépendra du rythme, mais tout simplement retravailler ses niveaux de support. Et je pense que déjà il peut aller chercher, il y a une moyenne mobile qui se trouve, moyenne mobile journalière et moyenne mobile à 20 jours qui passe aux alentours des 4480 points. Donc je pense que 4480 points, il peut aller les chercher, 4475 pour un trade d'une cinquantaine de points. Après, ce sera toujours le même principe, soit on encaisse quand on arrive sur support, soit on accompagne le mouvement avec un stop suiveur. Mais pour l'instant, la stratégie négative, elle n'est absolument pas validée. Les indices tiennent extrêmement bien. Alors l'argent, je ne sais pas si pour certains vous y êtes, pour ma part non, mais on voit qu'on commence déjà à... Bon, on voit qu'il y a de l'intérêt acheteur, lorsque le marché fait sa fameuse incursion entre les 18,50 $ et les 19 $. Mais là encore, c'est un graphique en données 4 heures. On va repasser sur un graphique en données journalières pour voir que de toute façon, il va falloir que le rebond prenne plus d'amplitude. Le dollar américain résiste quand même sacrément bien. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que les métaux mèchent avec le dollar. Donc, il ne semble plus gêné. On voit que des flux arrivent parce qu'on a peut-être une zone sympathique sur l'argent, qui là, du coup, ignore complètement ce que fait le dollar US qui, lui, continue de monter. Donc, vous voyez, moi, je vous rappelle, mon scénario sur l'argent, c'est de jouer un scénario à l'image de celui du 31 décembre ici ou du 1er mai, c'est-à-dire eh bien, des mèches de marché dans cette puissante zone de fondation. Et j'ai choisi donc de laisser un cours d'entrée à 18,50 avec un stop sous les 18. Sachant que tant qu'on tient finalement cette base, j'ai toujours l'espoir, vu de marché, que l'argent soit capable de casser à la hausse cette ligne de tendance baissière en place depuis 2011 et de faire une extraction haussière. Mais pour l'instant, c'est absolument pas acquis. Donc, prudence. Le CAC 40, pourquoi est-ce que j'ai tenté ma vente à 4521? Après, on peut très bien sortir par le haut de biseau ascendant. C'est ce qu'avait fait le SP500 en 2013. Dans des marchés puissants, fermement haussiers, les structures d'essoufflement ont fini par en sortir par le haut. Donc, ça ne fait absolument pas foi à 100%, mais c'est en tout cas une façon pour ma part d'apporter du timing. C'est que là nous sommes dans le haut de la figure. Le stop est à 20 points. 30 points. Mais si ça passe, ça passe. Et puis c'est ce que je vous dis, on fera de nouveau plus haut comme le DAX. Regardez le DAX en cours de clôture journalière. Le DAX, il est extrêmement puissant. Et en fait, il a donné vraiment son signal d'achat, c'était mi-mai. Avec ici un beau pullback sur les 9600 points. C'est en cours de clôture journalière. Moi, c'est vrai que je jouais finalement le rejet sous ces sommets historiques ici. Les 9800 points en mèche et les 9665 en cours de clôture. On a fait qu'enchaîner les signaux. Donc, le DAX, il tend tranquillement vers ses 10 000 points. C'est un indice bullish. Et puis, ça continue. Il a l'air d'être vraiment attiré par ces 10 000 points, quoi. Non, Eric, il n'est pas possible d'acheter le Bund au niveau actuel des cours. Ce n'est absolument pas possible. Il commence à avoir des divs. On a fait la target à 0,5 points près. C'est un bel objectif de cours qui a été atteint. Je vous réponds vraiment par non. On ne peut pas acheter le Bund au niveau actuel des cours.
Victor me dit, c'est quand même bizarre qu'avec un PIB pas très bon, les indices montent. Eh bien, le marché, de toute façon, vous le savez, ignore les indicateurs de conjoncture économique. Ils ne sont portés que par des catalyseurs d'ordre de la finance de marché, de la gestion d'actifs, le cycle des taux d'intérêt, la rémunération de l'actif sans risque est à zéro, donc le gérant qui lève de l'argent tous les mois et qui chaque jour, son métier c'est d'acheter, il ne peut acheter que ce qui rémunère et ce qui monte, à savoir pour l'instant les actions, quoi. Et puis bien sûr les banques centrales qui chaque mois achètent des actifs financiers. Alors pour le WT, en effet, j'en ai déjà parlé, j'ai la vente à 104,25, stop à 103,90. Et pour l'instant, eh bien, je ne touche à rien. Si ça doit remonter, je me ferai stopper avec quelques points de gain. Et puis sinon, bah, j'abaisserai sérieusement le stop si jamais on casse le support des 102,65. Pour l'instant, ça tient. Si on casse 102,65, je vais quand même sécuriser des gains et mettre le stop sous les 103,50. Et j'ai envie d'accompagner la baisse de ce marché jusqu'à ce que le stop suiveur m'en fasse sortir. Je vous rappelle qu'on est dans des marchés de faible volatilité, donc les seules stratégies qu'on peut mettre en place sont des stratégies de range. Et il s'avère que, bah, comme je vous ai montré hier sur le pétrole américain, donc le WTI, eh bien j'ai ce range. Compression triangulaire, symétrique, avec à chaque fois en précurseur du retour en bas une cassure de momentum, représentée ici par l'indicateur RSI. C'est à nouveau ce que j'ai eu ici en début de semaine, et donc c'est quelque chose qui m'a invité à vendre le WTI. Et puis eh bien j'ai bon espoir de pouvoir l'accompagner avec un stop suiveur jusqu'à 102, mais au moins les 100 $. Je pense que là ce sera un bon timing quand même pour encaisser, quoi, quand ce marché reviendra sur les 100 $. Alors, comment le DAX peut être bullish et le CAC 40 l'inverse? C'est bien, tout simplement, c'est une histoire de comportement relatif. Le DAX a sous-performé pendant 4 mois, et maintenant, c'est le DAX qui attire les capitaux. Tout simplement, il draine davantage de flux entrants. Ça, c'est des choix de gestion, hein. Visitor me dit la divergence du Bund devient intéressante. Alors, c'est vrai qu'on la voit surtout en données journalières, la divergence du Bund. Donc je vais aller la rechercher. Voilà. Ça se met en place. Alors en effet, on est revenu au contact des sommets de 2013. Donc, et on a quand même quelque chose qui se dessine ici. C'est pour ça que le mot d'ordre est prenez vos bénéfices. On a un support que le marché a formé à 146. Il égard ici à cette div, ce n'est pas certain que ça tienne. On a ici une trendline. Le marché est tout à fait capable d'aller la rechercher. Regardez dans quoi se trouve en fait votre oscillateur. S'il en sort ici par le bas, là clairement on aura un beau reflux du contrat de taux allemand. Donc on en reparlera sur support, on fera le point sur le momentum, mais au niveau actuel des cours, c'est prenez vos bénéfices. Quant à vendre agressivement, j'aurais un peu plus de mal, mais je peux comprendre. Donc on nous rappelle qu'on attend en effet des statistiques sur le pétrole tout à l'heure à 16h30. Donc je vais revenir ici sur le... on va revenir sur les statistiques US, mais on attend les stocks hebdomadaires de pétrole aux États-Unis. Donc ce sera publié tout à l'heure à 16h30. Et voilà, donc 4h30 tout à l'heure. Et le marché anticipe eh bien, une stabilité des stocks, voire une légère augmentation des stocks. Alors, c'est de nature à faire baisser le prix du pétrole, vous le savez. Puisque lorsqu'on a un fort déstockage, comme la semaine dernière, ça nécessite un restockage, donc un achat. Si les stocks réaugmentent, eh bien, c'est plutôt un facteur de baisse à court terme pour les cours du pétrole. Visiteur évoque peut-être des points d'entrée à la vente sur l'euro-dollar et l'USD CHF. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? L'USD CHF est prisonnier d'une espèce de structure en biseau. Il a tenu une oblique.
et sa sœur, enfin son reflet dans la glace, lui, est toujours dans cette compression à biseau descendant. Le marché reste en plein milieu de figure, donc en dépit des chiffres, quelle que soit leur importance, là ils ne donnent pas de signal, hein, donc pas les inventer non plus. Alors le GBP Yen, est-ce que le rebond de GBP Yen affecte le short le GBP Yen? Alors le GBP Yen il a subi un beau rejet déjà. Après voilà, les paires en Yen on a vu qu'elles étaient peut-être globalement revenues à proximité de support. Mais je vais revenir, on va regarder un graphique journalier pour voir un peu ce qu'on peut envisager dessus. Moi le GBP Yen, pour ma part, certes là on fait une petite mèche, mais on a quand même cassé une importante ligne de tendance. Bon, on voit que ça reste quand même un marché assez fermement bullish, hein. Il n'y a pas photo. Mais pour ma part, on ira à terme chercher au moins les 167,80. Après c'est certain que ça a une façon de baisser qui n'est pas très impulsive. Donc il faut vendre sous résistance. On a fait un rebond technique vers les 171,50, on a rejeté. Et c'est un marché maintenant qui est neutralisé, hein, puisque globalement on tient ici un support à 169,50. On reste quand même en position ici sous les 171,50. On casse une oblique. On reste dans un espèce de range. On peut envisager par exemple soit vendre sous résistance, mais pourquoi pas une vente sur cassure des 169,40. Car si on casse les 169,40, là clairement on ira chercher ces fameux 167,70. Donc potentiellement 200 points à prendre à la baisse en cas de cassure ici de ces 169,40. Un marché malsain, donc c'est un marché anémique du point de vue de la vol. Philippe se pose la question, est-ce que le S&P 500 ira à 1970, 2000 points? Est-ce que le DAX ira à 10 000, 10 060 avant une phase de correction digne de ce nom? C'est possible, c'est tout à fait dans l'ordre du possible. J'ai pas la réponse. Le dos est ici. Pour ma part, j'ai une vente exactement au cours d'entrée, avec un stop au-dessus des 16 750. Enfin, en perte de 3 points, quoi, avec le spread. Mais c'est un marché plat. Je suis quand même surpris, hein. Je m'attendais à davantage de vol. Et on reste exactement dans les compressions qu'on a relevées ensemble ce matin, quoi. FXD nous dit on a marre de ces marchés. Ne vous inquiétez pas, de toute façon la vol c'est cyclique, hein. Je vais vous montrer ici un graphique de la volatilité implicite. Un graphique de la volatilité implicite des marchés actions. Des phases d'écrasement de vol, comme je vous l'ai expliqué, ça peut durer longtemps. Alors, ce n'est pas celui-ci. Là, c'est un contrat futur. Moi, je vais essayer d'aller vous chercher l'indice. Voilà, VIX, S&P 500. Voilà, la compression de la vol. Vous l'avez ici représenté. On est dans cette situation-là, regardez, c'est ce qui s'était produit ici entre août 2006 et novembre 2007. Rappelez-vous, l'abus spéculatif des titres bancaires, la SG qui est montée à 150, qui finalement a coulé, BNP, Natixis, toutes ces banques qui s'étaient enflammées au premier trimestre 2007, où on parlait carrément du secteur bancaire comme valeur refuge, entre guillemets la blague, hein, quelques mois de la faillite en chaîne d'établissements financiers. C'est toujours le même principe, hein, de ces phases de bulle spéculative. Lorsque le dégonflement arrive, il ne se fait jamais annoncer, hein. Donc on est exactement de cette phase-là d'écrasement de la vol. On retourne sur les planchers de 2007. Et ça peut durer longtemps. Le timing est parfaitement incertain. Même si en effet, regardez, je vous montre ici le VIX en temps réel, nous sommes sur support. Nous sommes sur le point bas de l'année 2013. Alors, est-ce que dans ces conditions, le SP peut aller chercher les 2000? J'en doute quand même un peu fort. Je pense que déjà sur les niveaux actuels des cours c'est pas mal. Et là on est quand même sur le point bas de la vol de 2013. Envisager une reprise.
Alors marché action américain, il va ouvrir là dans 15 minutes, en effet, hein, ça peut... mais bon, il y a déjà de toute façon des zones en salle de marché. Alors le DAX a une amplitude de 36 points aujourd'hui, encore moins volatile que le 23 octobre 2013 de 37 points. Donc en effet, c'est complètement... Voilà. Alors, visiteur me dit avoir acheté l'euro-dollar à 1,3648. Et nous sommes à 1,3648, non. 1,3648, vous avez acheté l'euro-dollar et nous sommes là à 1,3605. La vraie question, c'est lorsque vous avez acheté un 36,48, où était votre stop de protection? C'est finalement la seule question que je dois vous poser. Parce que me demander à moi ce que vous devez faire avec une position d'achat ouverte à un 36,48, je sais pas quoi. C'est vraiment à vous de voir quelle était la gestion de la position que vous aviez envisagée. Donc voilà, et enfin donc le CAC irait jusqu'à combien dans ces cas-là? Écoutez, dans ces cas-là, si jamais SP et DAX devaient vraiment aller chercher plus haut, alors c'est pas évident parce que vous avez tous observé que le SP et le DAX sont des nouveaux sommets. Le CAC, lui, il a vraiment du mal. Je suis surpris. Je pensais que lorsqu'on cassait les 4510, on allait s'envoler. Mais imaginons que le SP 500 aille à demi points. Le CAC peut très bien aller chercher les 4600, 4650 points. C'est concrètement la marge de manœuvre avant que le CAC 40 Gross Return touche ses sommets de l'année 2007. À peu près 2 à 3% de marge. 2 à 3% de marge, dans le cas où le SP500 irait tout en haut. Donc, si vous faites 4529 multiplié par 1.03, on va dire. Alors qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai dû me tromper. 4529 multiplié par 1.03. Ce qui, voilà, peut nous emmener à ce moment-là sur les 4660. Scénario que les acheteurs peuvent défendre finalement tant qu'on tient ces fameux 4500 dont les cours ont réussi à s'extraire par le haut. Et ça pourrait aller dans le sens d'un prolongement de l'inertie haussière des marchés, avec bien sûr les mesures que nous prépare la Banque Centrale Européenne. Et pour ma part, ça devient difficile là. De toute façon, moi j'ai toujours dit que pour qu'une tendance haussière se poursuive, il faut qu'elle soit séquencée. Et finalement, appeler à des corrections de marché, c'est entretenir à plus long terme la hausse. Plus un mouvement est construit, moins un mouvement haussier est vertical, plus il dure. Plus un mouvement est vertical, moins il a de chances de durer dans le temps. C'est pour ça que finalement, appeler et envisager des phases de correction, eh bien, c'est avoir à plus long terme une vue haussière. Alors, pourquoi est-ce que le SP500 ne s'affiche pas? C'est juste ça, en fait. Je voulais juste vous remontrer un graphique. Bon, ça fonctionne pas. C'est énervant. Je vais passer en données hebdomadaires. Et on va juste regarder le SP500 en données mensuelles. C'est finalement dommage. Car si on avait pris davantage de temps pour monter, si le marché y était allé plus progressivement, je vais vous mettre le SP500 en données mensuelles et je vais vous poser une question. Voilà. Ça, c'est le SP500 en données mensuelles. Vous êtes conseillé. Quelqu'un vient vous voir maintenant parce qu'on en parle beaucoup dans les médias, les nouveaux sommets historiques. Et un ami vous demande, on fait des nouveaux sommets historiques, c'est bullish, est-ce que j'y vais? Est-ce que quelqu'un parmi vous conseillerait, vas-y, cher ami, achète maintenant le SP500? Si nous avions eu une phase vraiment séquencée, une phase de hausse bien encadrée, impulsion, correction, impulsion, finalement un rythme équilibré entre temps et prix. Une pente de progression avec un angle de 45 degrés. Moi sur support, j'y vais pendant des années et des années. Et là, ça me paraît quand même compliqué. Par contre, si on avait un mouvement de retour et un pullback sur ces niveaux-là, là, je vous garantis que j'achète. Je ne sais pas, monsieur Nicolas Chéron lui achèterait. Mais pour ma part, j'irai, parce que j'ai ce que j'attends d'un point de vue graphique. Donc, voilà, c'est toujours un peu compliqué avec ces mouvements-là qui sont complètement verticaux. Mais maintenant, c'est bullish, et puis ça le reste, quoi.
C'est un fait. Ok, idem. Donc voilà, mais aussi c'est ça, c'est qu'on est tous, on est tous là à dire en effet, il faut pas trop s'exposer, etc. Ça commence à être un peu suracheté, ça peut se dégonfler, ça peut respirer, etc. Mais mine de rien, ça fait chaque semaine de nouveau plus haut. Et si finalement c'est peut-être quand toutes les opinions baissières seront abandonnées, que là le marché respirera réellement. On en revient à cette fameuse théorie de l'opinion contraire. Quand finalement tout le monde se sera rallié à la tendance haussière, que cette tendance haussière aura sorti tous les vendeurs possibles et imaginables, vendeurs agressifs, qu'à ce moment-là, peut-être se mettra en place une phase de correction qui participera à la construction de la hausse. Donc, on est ensemble depuis 1 heure et je dois admettre que la volatilité est extrêmement réduite. Nous n'avons même pas eu 10 points de variation, quel que soit le marché. Donc, voilà. En gros, je vois que Visiteur a dit en gros il faudrait que monsieur Nicolas Chéron passe à la hausse pour que finalement on fasse un jour un point haut, mais c'est probable. Au-delà de cette image là, c'est en effet ça le principe du consensus du marché. Rappelez-vous l'euro-dollar. Il a fallu que le consensus acheteur atteigne 85% pour que le marché finisse, que le consensus vendeur atteigne 85% pour que la hausse s'arrête. La hausse entre 1,20 et 1,40 $ a été vendue par la majorité des gens. Ça n'a fait qu'entretenir. Et finalement, quand on est monté à 1,40 et que probablement des gens qui vendaient se sont dit cette fois-ci c'est signal d'achat, on va à 1,45, c'est quand on a évoqué ce type de taux de change, lorsque la Banque centrale a commencé à dire c'est pas possible, lorsque certains commençaient à dire à 1,50 la BCE interviendra, en fait on a fait le point haut. Tout simplement. C'est de toute façon les marchés sont comme ça, sont contrariants. Alors la clôture mensuelle, ça c'est une bonne remarque. Nous sommes le 29 mai, donc vendredi 31 mai, nous avons la clôture mensuelle. C'est-à-dire que pour l'instant il est encore trop tôt pour regarder nos graphiques en données mensuelles. Et qu'est-ce que cela donne? Eh bien ça donne tout simplement des nouveaux sommets en cours de clôture mensuelle, marginaux, non confirmés par le momentum, sans pour autant que les divergences soient actives. Elles sont toujours potentielles. Et pour l'instant, elles ne font que ralentir la hausse. Et on constate, c'est une hausse qui n'est pas très forte, hormis le DAX. On va aller d'ailleurs, si vous voulez, parce que demain je ne serai pas là, donc je vais aller vous chercher un graphique mensuel, justement en cours de clôture de l'indice allemand DAX 30, pour essayer d'envisager les choses. Alors où est-il? J'avais un DAX en données mensuelles, le voici. Écoutez, le DAX en données mensuelles, c'est ça. En 2007, c'était net. Double sommet, divergence active par la cassure. En 2011 net, divergence active par la cassure. Et maintenant, ça fait maintenant depuis le début de l'année que nous faisons des nouveaux sommets, non confirmés par le momentum, mais attention, ce dernier tient sa trendline. Il n'y a pas de cassure, il y a une compression ici sur le momentum, qui n'accompagne pas l'action des prix. Et est-ce qu'en mensuel, on envisage ce type de structure sur le DAX? C'est quand même dans l'ordre du possible. On sent qu'on est en VAC 5 ici sur le DAX. D'ailleurs, ceux qui pratiquent le décompte Elliottis disent tous que la VAC 5, la 5 de la 5, c'est 10 060 points. Le momentum, il a la place pour un mois d'incrément supplémentaire de prix là. Mais voilà, le timing est incertain. Est-ce qu'on respire demain, dans une semaine ou dans 2 mois? J'en sais absolument rien. Mais on est quand même sur des niveaux où on peut comprendre que des stratégies de vente se mettent en place. Vous savez, moi lorsque je suis arrivé chez DailyFX il y a 1 an, je visais 4500 points sur le CAC. Je n'ai pas conseillé de stratégie de vente jusque-là. Par contre, c'est vrai que je m'y mets maintenant de manière agressive. C'est ce timing-là qui m'a fait finalement rejoindre les vues de monsieur Nicolas Chéron. On verra. De toute façon, tout est question de timing. Allez, il est 15h21. Tout à l'heure, on aura les stocks de pétrole. J'essaierai de les suivre directement sur la section Real Time News pour vous dire un peu ce que j'en pense, et via Twitter. Marché est anémique. Aucun signal de trading n'a été donné suite à la publication de ces chiffres du PIB des États-Unis. Plus la vol se comprime, plus la vol baisse. Je m'attends honnêtement à une séance du jeudi 5 juin, la BCE, qui sera complètement folle car des énergies vont se libérer sur le marché. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end. Demain vous serez en compagnie, si vous êtes sur DailyFX, d'Adrian Raymond.
pour une session de trading des paires en dollars canadiens avec le PIB du Canada et de Monsieur Romain Cap. Quant à moi, je vous retrouve lundi pour le morning meeting de vive voix, parce que la semaine prochaine, avec Nicolas Chéron, nous intervertissons. Je m'occupe du morning meeting et il s'occupe de l'émission de l'après-midi. C'est donc avec lui que vous traderez la Banque Centrale Européenne la semaine prochaine. Merci à tous, j'espère que ça vous a plu et à lundi.